Merci de commenter et de partager cette vidéo. Aujourd'hui, pour Tribune Libre, je reçois Bertrand Scholler, ingénieur civil des mines, également géophysicien et diplômé de Sciences Po Paris, option Ecofi. Il est entrepreneur en série, consultant en stratégie, banquier d'affaires, marchand d'art. Et aujourd'hui, nous pourrions même dire qu'il est lanceur d'alerte, fondateur de son média indépendant ou encore Esprit Libre. Alors Bertrand, vous êtes de plus en plus suivi sur les réseaux sociaux, vous partagez souvent des informations sur la situation géopolitique mondiale, et notamment sur ce que les Russes appellent l'opération spéciale en Ukraine. Alors j'ai envie de vous demander comment vous arrivez à obtenir toutes ces informations, quelles sont vos sources, si c'est possible de les citer, et avez-vous des contacts personnels, par exemple, ou professionnels sur place, ou même la possibilité de lire des médias indépendants russes, ukrainiens, etc. Bon, alors déjà sur Internet, entre les réseaux comme Twitter depuis l'époque Elon Musk, mais également Telegram et un peu tous les réseaux russes aussi comme VK, etc., on peut accéder à énormément d'informations. Et avec les outils de traduction automatique, on a aussi beaucoup d'informations. Par ailleurs, moi j'ai la chance d'avoir, entre guillemets, 53 ans. J'ai une longue carrière, comme vous avez cité. J'ai beaucoup voyagé partout dans le monde. J'ai fait mon service national comme officier. J'ai travaillé dans la banque d'affaires. J'ai travaillé dans l'industrie pétrolière. J'ai travaillé dans le conseil en stratégie. J'ai travaillé dans le domaine du sport, dans le domaine médical, en fait, dans beaucoup de domaines. Et j'ai été dans énormément de pays. Donc oui, j'ai un grand réseau de contacts et des gens avec qui j'ai tissé des liens d'amitié et de confiance. Et avec qui je communique pas mal de toutes ces choses-là, mais depuis très longtemps. En fait, c'est véritablement, disons, fin 2021, quand les choses sont devenues extrêmement compliquées dans tous les domaines, avec les passeports vaccinaux, avec les grosses tensions entre l'OTAN et la Russie au sujet de l'Ukraine, mais qui était la suite logique de tensions qui se sont accentuées depuis la chute du mur de Berlin puis de l'URSS. Je me suis dit, bon, bah, je peux plus rester uniquement dans le cercle privé, j'ai des choses à dire, j'ai peut-être des informations importantes à faire passer d'une manière différente. Donc effectivement, j'avais un très vieux compte Twitter. Et c'est le premier truc qui me passait sous la main et j'ai commencé à l'utiliser. J'avais pas véritablement d'idée que la censure était aussi forte, puisque assez vite, alors que j'étais un tout petit compte, j'ai été un peu menacé par la censure. Donc j'ai eu une censure pendant 12 heures, je n'ai pas véritablement compris pourquoi. Et puis après, ben, on apprend, entre guillemets, à contourner la censure avec la formulation des choses, avec les informations, avec une forme d'autocensure. Puis les choses sont allées assez vite. J'ai été interviewé par des sites dits complotistes de plus en plus. Puis même je suis passé à la télé. Et puis effectivement, mon compte a eu un succès parce que j'étais relayé par pas mal de monde aussi. C'est très important dans le succès dans tous les médias, c'est de travailler en équipe. Donc les personnes n'est fort seules, hein. Il faut vraiment faire des ricochets, rebondir les uns sur les autres, etc. C'est pour ça que l'idée de participer au lancement de votre jeune chaîne, j'ai trouvé ça super et j'ai pas hésité, d'autant qu'on se connaît depuis suffisamment longtemps pour que ça me paraisse sérieux de jouer le jeu et d'y consacrer le temps. Mais voilà, mais j'ai pas de scoop sur les informations particulières. Je suis pas en lien avec Vladimir Poutine directement, ni avec Donald Trump, ni avec Mohamed Ben Salman, ni avec personne. Mais j'ai été en Russie, donc quand j'en parle, je parle d'un pays que je connais, de villes que je connais. J'ai passé énormément de temps aux États-Unis, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de contacts aux États-Unis, professionnels et pour le tourisme depuis très longtemps. L'Iran aussi, un pays que je connais d'une façon générale, le Moyen-Orient. Donc
La Chine, c'est plus mystérieux, mais j'observe avec beaucoup d'attention. Et puis j'ai toute une théorie sur les jeux de stratégie. Donc le jeu d'échecs pour les Russes, le jeu de Go pour les Chinois et le poker sur les Américains. Et vous verrez, le poker, c'est un jeu assez récent finalement, comme les États-Unis, et qui évolue sans cesse. Les règles du poker évoluent sans cesse. Et c'est un jeu où tricher fait partie du jeu, le bluff. Alors que les échecs, c'est un jeu très ancien qui fait partie de l'éducation des Russes. Et le Go, c'est un jeu asiatique, alors entre la Corée, le Japon, la Chine, ils revendiquent tous un droit, mais celui qui utilise le mieux manifestement les règles du Go, qui est le jeu de l'étouffement de l'adversaire, d'occuper le plus de place possible en fait sur un espace, c'est la Chine. Alors il y a un nouveau média qui se lance qui s'appelle Le Banquet, qui a été créé par Juste Milieu. Et dans le prochain numéro, j'ai un long article sur le sujet. Donc j'en profite pour faire plein de rebonds. C'est très voilà. C'est Rémi, c'est ça? C'est Rémi, ouais. Rémi de Juste Milieu. Donc, mais pour dire que tout ça est passionnant, souvent les gens disent mais non mais il faut agir, il faut tout casser, il faut quand on prend conscience. Je pense pas en fait. Je pense que dans tout mouvement, il y a une longue phase qui est informée, partagée, pour que les gens comprennent ce qui est en train de se passer, comprennent les enjeux de ce qui est en train de se passer. Et une fois que c'est de plus en plus largement partagé, largement compris, et autant dire qu'il faut beaucoup répéter, parce qu'on est face à des médias qui ont des torrents de fausses informations, un pouvoir incroyable, alors à un moment, il va y avoir une étincelle et il faudra s'en saisir. On ne sait jamais d'où elle vient, comment elle vient. Qui pouvait prédire que le mouvement des Gilets jaunes grandirait et deviendrait quasiment international, et toutes les méthodes abominables qui ont été utilisées pour l'arrêter, avec les yeux détruits, les mains arrachées, etc. Enfin, il s'est passé des choses incroyables pour ça, et comme à chaque mouvement, donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que les peuples réagissent en Occident. Il y a déjà des pays à l'Est qui réagissent beaucoup. Si vous suivez les communiqués au Moyen, Proche-Orient, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, de la Syrie, de l'Égypte, ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe évidemment et tout ce que dit la Chine, toutes les inquiétudes par rapport au biolab, par rapport aux recherches dans le domaine médical, et tout ça se passe conjointement avec une grosse pandémie dont on sait de plus en plus clairement que la main de l'homme est présente à chaque étape dans cette pandémie. On voit ce qui se passe avec la Russie, ou même aujourd'hui le neveu de Kennedy, qui est candidat à la Maison Blanche côté démocrate, a explicitement écrit qu'il comprenait très bien la position russe, que les Russes avaient sans cesse obtenu des garanties sur l'avancée de l'OTAN vers l'Est, garanties qui avaient été formalisées et qui n'ont jamais été respectées, profitant du dépeçage en fait dans les années Yeltsin de l'ex-URSS et d'une mainmise quasiment immédiate dans les ex-républiques. Et finalement, c'est l'Europe et l'OTAN qui se sont avancés avec une brutalité incroyable vers la Russie, qui en parallèle, grâce à Poutine, qui est au pouvoir depuis le 30 décembre 1999, et c'est peut-être l'acte de Yeltsin le plus fort en fait, puisqu'il a démissionné pour être remplacé par Poutine, qui a été élu pour la première fois 6 mois après avoir eu le pouvoir par la démission d'Yeltsin, a réussi à redresser son pays considérablement pour en faire à nouveau une superpuissance dans tous les domaines. On voit bien que malgré les sanctions les pires qu'a jamais eu à subir un pays, argent confisqué, sortie du SWIFT, dans tous les domaines, la Russie a été sanctionnée, et ils font mieux que résister, puisque en fait, nous, on a plus d'inflation qu'eux, on est beaucoup plus en crise qu'eux, même si l'argent magique continue à voiler les choses. La crise est là, on voit que la crise immobilière arrive, que ce soit à Paris ou dans les campagnes, les banques ne prêtent plus d'argent, les taux d'intérêt montent, et de toute façon, compte tenu de l'incertitude, c'est
une folie pour les établissements financiers de prêter de l'argent, alors que l'inflation explose et que donc c'est de la monnaie de singe qui serait utilisée pour rendre. Mais comme la notion d'argent n'a plus beaucoup de sens, c'est pas, je ne pense pas que ce soit ce dont on va le plus parler pendant cet entretien. Mais voilà, bref, j'ai pas d'informations secrètes. Et je suis quelqu'un qui parle de choses qu'il connaît, qu'il maîtrise, qu'il étudie, et avec beaucoup de sérieux. Puisque si on revient plus dans mon background, j'ai un bac scientifique mention très bien, j'étais à Louis-le-Grand, effectivement 2 fois ingénieur Sciences Po, officier d'état-major pendant mon service militaire. Voilà, j'ai les pieds sur terre, même si souvent je doute que l'homme ait jamais mis les pieds sur la Lune. Petite provocation au passage. Oui, c'est une rigueur scientifique, intellectuelle dans la démarche. J'ai une prochaine question. Ma question, donc, c'est toute simple. Le conflit en Ukraine, justement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quel avenir envisager? Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est la guerre de trop qui marque l'arrivée d'un nouvel équilibre du monde? Alors, la guerre, elle est permanente. Donc, c'est une guerre qui est essentiellement économique, financière, mais la guerre, elle est permanente, elle existe depuis l'origine de l'humanité. C'est une guerre pour l'accès aux ressources, c'est une guerre pour la domination de la culture ou de la foi ou de tout. Et là, en réalité, c'est une guerre qui est hautement stratégique parce qu'il y avait un pays que les Américains pensaient avoir mis à genoux dans le cycle en fait des années Helsinki, puisque l'armée russe était l'ombre d'elle-même, l'économie russe était complètement à plat, il n'y avait jamais eu de problème alimentaire ou autre en ex-Union soviétique, et là subitement c'était des queues devant les magasins, le rouble ne valait plus rien, etc. Et donc c'est un pays qui aurait pu être dépecé à cette époque-là, parce que l'idée c'est que la Russie c'est un pays très particulier. Il est entre l'Europe, qui est l'hyperpuissance historique du monde, et la Chine, qui est l'hyperpuissance, et l'Asie d'une façon générale, du monde d'aujourd'hui. Et donc celui qui est le lien entre la culture historique, de l'époque de l'économie mondialisée, entre guillemets, donc l'Europe, hein, les découvreurs, etc., l'industrie, enfin tout s'est passé, beaucoup de choses se sont passées en Europe, et l'Asie liée avec la Russie, donc route de la soie, mais aussi la production russe, les universités russes, la volonté russe de rester un pays chrétien, puisque ce sont des, pas chrétiens d'ailleurs, catholiques orthodoxes, non, chrétiens orthodoxes. Et bref, le plus important, c'est que les Américains veulent sans cesse diviser pour régner. Et diviser géopolitiquement, parce que la seule chose qu'ils veulent pas diviser, c'est la monnaie. Ils ne veulent pas partager le système financier mondial avec d'autres monnaies, ce qui fait qu'en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, le dollar n'a jamais arrêté de se renforcer comme monnaie de référence, pour arriver à plus de 85% des échanges mondiaux, ce qui permettait aux Américains de crouler sous les dettes, mais d'avoir aucun problème, parce qu'en fait, leurs dettes étaient financées par le reste du monde. Et le dollar étant déconnecté de quoi que ce soit, c'était même pas connecté à l'immobilier américain, à l'or américain, à quoi que ce soit, c'est du vent en fait, c'est un billet vert où on dit aux gens, ben, vous devez croire parce que de toute façon vous n'avez pas le choix. Et là, subitement, la guerre est provoquée par l'Occident qui pousse la Russie à ce qu'un certain nombre de personnes appellent un faux pas, c'est-à-dire lancer son opération spéciale. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il n'y a qu'à lire ce qu'a dit Kennedy, il l'explique très bien. Donc les Russes n'avaient pas le choix, ils n'avaient plus le choix, c'était vital pour eux. Donc ils ont bougé, et ils ont bougé les premiers, parce que c'est comme ça que les Russes font. Quand ils sont sûrs que la bataille est certaine, eh ben, ils font plus semblant d'attendre de prendre le premier coup, ils le donnent. Et de toute façon, c'était qu'une question de jours ou de semaines, puisque l'Ukraine était également en train de masser ses troupes. Et donc, ils ont fait ça. Et en parallèle,
de la diplomatie russe a considérablement travaillé, que ce soit en Afrique, en Asie, Proche, Moyen-Orient, et on voit que c'est la deuxième étape. Donc il y a une étape de fragilisation de l'OTAN, puisque l'OTAN est à poil, hein. Même Trump le souligne régulièrement, et les chefs de l'OTAN le disent, ils ne savent plus comment fournir en armes et en équipement l'Ukraine pour résister aux Russes, qui non seulement ont des stocks énormes, mais produisent plus vite qu'ils ne consomment. C'est-à-dire que si jamais on décidait véritablement d'élargir cette guerre une fois que le dernier Ukrainien sera mort, puisque c'est ce que disent les Européens et les Américains, c'est il faut aider l'Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien. C'est quand même d'un cynisme incroyable, mais c'est dit, affirmé. Et ben en parallèle, il y a une guerre des monnaies qui s'accentue. Il y avait eu une guerre, peut-être que ça avait beaucoup échappé, mais au niveau des vaccins et des injections. C'est-à-dire que c'était également un domaine dans lequel personne n'était d'accord, et les Russes n'ont pas voulu utiliser les vaccins américains, mais qui étaient quand même imposés aux Russes qui voulaient aller aux États-Unis, puisqu'en fait il fallait être injecté par Pfizer ou Moderna jusqu'à très récemment pour aller aux États-Unis. Les Chinois également n'ont pas voulu, mais ils ont laissé faire parce que le patron du CDC chinois était quelqu'un qui avait participé à l'exercice 211, était quelqu'un qui était très lié au CDC américain, à Fauci. Il a été viré, comme un certain nombre de personnes qui ont participé au vaccin nouvelles technologies en Russie se sont trouvées au pied de leur immeuble après avoir sauté de quelques étages. Donc on voit qu'il se passe énormément de choses, y compris en Inde, etc. Donc il y a eu la guerre biologique, et une des raisons aussi d'opérations spéciales russes, c'était les biolabs. Pour l'instant, il n'y a pas d'enquête puisque les Français ont refusé les enquêtes, de la même manière qu'on a refusé les enquêtes sur Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Bon, tout le monde sait que c'est très vraisemblablement les Américains qui l'ont fait. Il n'y a quasiment aucun doute. De toute façon, les Russes l'ont affirmé, même si la presse essaie régulièrement de sortir des pistes d'un yacht ou d'un bateau russe ou d'un yacht ukrainien. Enfin, tout ça, c'est n'importe quoi. On nous ment. Donc c'est ta première question. Je pense que quand on étudie les faits et les séquences, on voit que tout ça, c'est n'importe quoi. Mais la guerre, pour répondre exactement à ta question, elle est totale. Donc l'Ukraine n'est qu'un des champs de bataille, et c'est un champ de bataille sur lequel ça se passe très mal, puisque le verrou de Bakhmout, qui est une ville dans le Donbass dans lequel énormément de forces ukrainiennes et russes ont été mobilisées, est en train de tomber. Et donc on observe qu'il y a d'autres fronts qui pourraient être ouverts, puisque la Géorgie, on avait déjà une tentative de révolution de couleur il y a quelques semaines, et c'est reparti avec l'Europe qui dit si vous voulez rejoindre l'Europe, vous devez sanctionner plus, vous devez plus isoler la Russie, ce que le Premier ministre ne veut pas, mais que la présidente liée à la France veut. On avait eu la même chose au Kazakhstan, puisqu'en janvier, il y avait également une tentative de révolution de couleur. Il y a beaucoup d'échauffourées régulièrement au Kyrgyzstan, etc. Il y a eu des tentatives en Biélorussie. On voit que la situation en Ukraine pourrait devenir quand même assez vite instable parce que le peuple souffre. Il y a des problèmes avec l'électricité, il y a des problèmes avec tous les types d'approvisionnement. À un moment ou à un autre, les gens vont en avoir marre de la vie qu'ils ont. Je ne sais pas s'ils seront capables de passer un deuxième hiver sans se révolter, même si les services secrets sont très durs. Quand on voit la manière avec laquelle les gens sont mobilisés, on sent qu'ils n'ont pas vraiment envie d'aller se battre pour l'Ukraine. La Finlande, la Suède sont en train de rejoindre l'OTAN. Donc tout va mal, et il y a d'énormes tensions autour de Taïwan. Il y a en permanence des tensions au Proche-Orient il n'y a pas un jour sans qu'il y ait des roquettes entre Israël et la Palestine et le Liban. Donc on voit que c'est une poudrière forte au Soudan. Et poudrière au Soudan qui est arrivée dans la foulée d'un accord entre le pays et la Russie et la Chine pour qu'il puisse y avoir des bases navales. Donc des bases navales dans la mer Rouge, je pense que ça n'a pas plu à tout le monde. Surtout pas un pays qui lui-même a à peu près 200 ou 300
bases militaires réparties sur la surface du globe et qui ne peut pas imaginer que d'autres pays puissent en avoir 3, 4, 5 ou 10. Voilà. Donc l'Ukraine ne peut être en guerre aujourd'hui que parce que l'Europe, l'OTAN, les Américains déversent des milliards. Et on a même eu Josep Borrell qui révélait il y a quelques jours que il fallait continuer à fournir des armes et de l'argent à l'Ukraine, sinon ce serait la paix. Et en réalisant qu'il disait ça en direct, il disait oui, enfin quand je dis la paix, en fait ce serait pas vraiment une belle paix, comme s'il y avait des mauvaises paix. Et voilà, donc c'est pour dire que l'Europe veut la guerre. Les Américains ont besoin de la guerre et les seuls en réalité qui veulent la paix, c'est très vraisemblablement le peuple ukrainien, mais qui n'a plus la parole. Évidemment, les Russes la veulent, les Chinois, depuis qu'ils sont sortis, entre guillemets, diplomatiquement de façon beaucoup plus ferme après la visite de Xi en Russie, ont proposé des plans de paix. Les Israéliens, à l'époque de Bennett, avaient proposé des plans de paix. Les Turcs avaient proposé. Donc on sent que le monde entier veut cette paix, mais qui n'est pas voulu. Et Bennett avait, dans une interview, dit qu'il y avait un chef d'État européen en particulier qui, quand lui était en train de discuter de la paix entre l'Ukraine, la Russie, et il en avait parlé avec l'Allemagne, s'était opposé. Donc, quel est ce chef européen qui ne voulait pas de la paix? Est-ce que c'est celui qui avait invité tout le monde à Versailles en disant que grâce aux sanctions on allait détruire la Russie et qui a réussi à embarquer dans cette espèce de projet que j'aurais envie de caractériser comme démoniaque une grande partie du monde? Je sais pas. En tout cas, Bennett cite un chef d'État européen. Et voilà, on sait que les Américains ne veulent pas la paix, hein, donc là il n'y a aucun doute, mais Bennett soulignait qu'il y en avait un qui avait été particulièrement actif. Et l'interview est en ligne, hein, c'était quand même un premier ministre israélien, il n'a aucune raison de mentir. Mais voilà. L'OTAN, d'ailleurs, va ouvrir à Tokyo son premier bureau de liaison en Asie pour une meilleure coopération avec des pays de cette région Indo-Pacifique. Alors, est-ce qu'on peut imaginer des conséquences suite à cette extension tentaculaire de plus? Bon, il faut savoir que le premier pays détenteur de dette américaine, c'est le Japon. Donc historiquement, en fait, les Japonais, c'est eux qui portaient la dette de leur pays. Maintenant, ils portent également une grande partie de la dette américaine. Il y a un premier ministre japonais qui était contre cette politique, qui a été assassiné. Donc on oublie souvent l'assassinat du premier ministre japonais. Et bref, on voit bien qu'il y a une volonté d'en découdre, militairement, puisque économiquement, on sent bien que c'est terminé. C'est-à-dire le rêve du Make America Great Again de Trump a été détruit pendant tout son mandat par un harcèlement permanent auquel il a eu à faire face de l'intérieur de son parti et de l'extérieur de son parti et de la rue, tellement les médias ont réussi à mettre dans la tête qu'il était le danger. Je vous rappelle qu'il était le danger et il n'y a pas eu de guerre sous son mandat, et qu'à peine viré, enfin on va pas reparler des épisodes du 6 janvier, etc., c'est la guerre partout dans le monde. Donc lui, c'était un deal maker, il réussissait à s'entendre avec les Chinois sur des conventions commerciales, il réussissait à faire la pression sur les entreprises, il réussissait à éviter des tensions ici et là. Et là, c'est la catastrophe, et on voit que la catastrophe pourrait s'aggraver, puisque les taux se resserrent très fort sur la famille Biden. Il risque d'aller vers le président américain. Et quand on voit que Nixon est tombé sur le Watergate et que Biden est toujours en place avec les affaires, on se dit qu'il y a véritablement des problèmes chez l'oncle Sam. Et hier, il était interviewé sur CNN, Donald Trump, et il continue à insister et à revendiquer une fraude électorale massive, et pas qu'en 2020, mais également lors des mi-termes. Et c'est une vraie question qui reste posée.
sachant que le départ de Tucker Carlson, d'après ce qu'on trouve sur Internet, serait lié à un accord entre Fox News et Dominion. Bon, sachant que les deux compagnies Fox News et Dominion sont très liées à des fonds d'investissement qui sont les mêmes, donc tout ça se passe en famille et on est voilà, on est baigné dans la censure, on est baigné dans la corruption et on est baigné, résultat, dans des fausses informations et des mensonges permanents sur tous les sujets et surtout les points d'inflexion en fait de l'histoire de l'humanité, parce que on peut revenir loin pour se rendre compte à quel point on nous ment en fait. Et tout à l'heure tu me demandais pourquoi j'ai ce tableau là et pourquoi je l'ai mis en avant, parce qu'en fait on réussit à faire croire aux gens que Marie, Jésus-Christ n'ont pas existé et que Mahomet n'a pas existé, alors qu'en réalité c'est des prophètes qui ont existé, alors qu'on crée des mythes qui eux n'ont vraisemblablement pas existé. Et donc on inverse les choses, c'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'il n'y a pas de Dieu et qu'il n'y a pas de personnes qui ont été les prophètes et qui ont exprimé la parole, et on essaie de créer des guerres permanentes entre les religions en faisant les bons terroristes et les mauvais terroristes, etc. Il faut écouter Hillary Clinton sur ces questions-là, sur tout ce qui a pu se passer en Irak, en Syrie, en Libye, et la France a toujours un mauvais rôle. Je me rappelle qu'on armait les terroristes qui étaient les pires de l'histoire de l'humanité quelques mois avant, et d'un seul coup, parce qu'ils étaient contre les Russes, ils devenaient les bons terroristes et gentils. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des choses qui ont existé et on essaie de vous faire croire qu'elles n'ont pas existé, et il y a des choses qui n'ont vraisemblablement pas existé et on essaie de vous faire croire qu'elles ont existé. Et c'est une période dans laquelle il faut en profiter pour faire le point, et j'aime bien cette assertion d'Elon Musk qui dit on peut croire en rien, et même en rien, il vaut mieux pas y croire. Bah oui, c'est un moment pour douter tout. Justement, vous semblez beaucoup apprécier Elon Musk, et à ce sujet, j'ai une question poil à gratter. En fait, qu'est-ce qui nous prouve qu'il est du bon côté de la lumière? Je veux dire, est-ce qu'il est vraiment un gardien de l'humanité et non l'un de ces fossoyeurs adorateurs de la machine, comme l'affirment certaines personnes très méfiantes qui l'accusent de jouer un double jeu? Oui, mais d'abord, à un moment dans la vie, vous savez, quand vous êtes en train de tomber d'une falaise et que quelqu'un vous tend la main, vous avez deux solutions. Essayez de continuer à vous retenir avec votre main, mais dans quelques secondes ou minutes, vous allez lâcher parce que vous risquez de plus avoir de force. Et là, vous avez quelqu'un qui vous tend la main. Alors peut-être il va vous prendre la main et la lâcher, auquel cas vous aurez résisté quelques minutes de moins de prévu. Mais peut-être qu'il va vous sortir de là. Et tous ceux qui attaquent Elon Musk, il faut se demander s'ils ne sont pas incités à le faire par des gens qui aiment créer le chaos, qui aiment créer la division, qui pervertissent tout ce qu'ils disent, etc. Moi, Elon Musk, il est extraordinairement attaqué. Mais je vais faire plutôt une anecdote, en fait. On a 5 acteurs qui sont relativement importants et qui sont devenus très visibles dans le monde. Le premier, c'est Vladimir Poutine. Mais Vladimir Poutine, il a été un collaborateur très proche de Helsinki qui a détruit, entre guillemets, ou qui a failli détruire la Russie, mais qui a eu un bon réflexe. Et Vladimir Poutine a participé à des réunions du World Economic Forum, il a participé à plein de choses. Et en fait, il l'a fait parce que Vladimir Poutine, c'est un judoka. Donc il a utilisé, un joueur d'échecs, il a utilisé sans cesse la force de ses ennemis pour en faire sa propre force. Et si vous n'êtes pas assez fort vous-même au judo, vous savez que le seul moyen, c'est de faire ça, c'est de détourner la force de l'autre. Donc il était obligé de faire du camouflage et de faire semblant. Et c'est qu'à partir de 2017, vraiment, où il a fait une démonstration de force réelle, et il espérait qu'en faisant cette démonstration de force, si inéluctablement l'OTAN continue à vouloir s'avancer vers l'Ukraine, peut-être qu'il n'y aurait pas de guerre, parce qu'il comprendrait que la force et la détermination de la Russie est nettement supérieure à ce qu'il pensait. Bon, l'Occident a pensé détruire la Russie de l'intérieur, hein, révolution de couleur, c'était le rôle des Navalny, c'était le rôle de tous les médias qui avaient été achetés. Il faut savoir qu'en Russie, il y avait Facebook, Twitter, YouTube totalement libres, et que la plupart des chaînes de télé étaient possédées par
des capitaux étrangers jusqu'à récemment. Et les radios, etc. Ce qui fait que pendant les premiers mois, c'était très compliqué, d'où les lois qui ont permis à la Russie de reprendre la main sur ces médias. On a la même chose avec Xi Jinping. Xi Jinping, je vous rappelle que pendant longtemps, il était le numéro 2 derrière Hu Jintao, qu'il a remercié lors de la dernière réunion du Parti communiste chinois. Pourquoi il l'a remercié? Parce que Hu Jintao était connu pour être quelqu'un de très mondialiste, très globaliste. C'était la rentrée de la Chine dans l'Organisation mondiale de commerce, et ça a été l'arrivée d'un virus qui a failli détruire la Chine, détruire les enfants chinois, etc. Et vous regardez depuis quelques mois, depuis quelques années, le pouvoir en Chine interdit l'utilisation trop importante des jeux vidéo, interdit les réseaux sociaux incontrôlés. Et si vous regardez TikTok en Chine, c'est très très utilisé, mais c'est utilisé de façon pédagogique, de façon constructive. C'est pas comme nous, des grosses voitures, des chaînes en or qui brillent, les décolletés, etc., etc. Et donc on voit qu'en fait, dans un pays, on utilise ces choses-là pour éduquer, et dans d'autres pays, on utilise pour détruire. Donc ça, c'est le deuxième personnage. On a le troisième, c'est Ben Salman. Alors tout le monde parle de Ben Salman en disant mais il découpe, pays de peine de mort, ceci, cela, et puis l'histoire du journaliste. Alors moi je connais pas les détails de cette histoire, mais je connais des gens qui connaissent très bien les détails. Et Ben Salman est celui qui est censé justement, et dont la mission c'était d'obtenir exactement ce que Xi a fait en Chine, donc sortir de cette espèce de mondialisme dangereux, c'est-à-dire qu'ils sont pas pour le mondialisme, mais ils sont contre l'hégémonisme. C'est-à-dire c'est un mondialisme avec chaque acteur a le droit de défendre honnêtement sa position, comme un citoyen qui peut aller attaquer un président ou une multinationale. Ben voilà, dans le monde dans lequel on était en train de vivre, c'était plus possible. Donc les Chinois, ils veulent l'ordre, ils veulent que chacun ait un véritable pouvoir pour défendre ses intérêts. Ben, Xi, en fait, c'est ça sa mission. Et ce que Xi a fait, ça a été d'une part de voir au sein de la famille quels étaient tous ceux qui n'avaient pas cette politique, qui étaient trop américanisés, etc. Et il était évidemment dans la ligne de mire de ceux qui avaient compris qu'il était dangereux, et donc il y avait très vraisemblablement un certain nombre de journalistes, un certain nombre de personnes dont toute l'énergie et toute la détermination étaient mises en œuvre pour essayer de nuire à son image et essayer de le faire chuter avant qu'il soit devenu assez fort. Exactement ce qui est arrivé pendant les 20 ans de Poutine, tentative de saboter, tentative de le faire tomber. Ça a également été le cas avec Xi Jinping, mais c'était moins visible, mais ça a été le cas. Et ça a été le cas avec Ben Salman, mais qui a peut-être eu des manières plus expéditives ou plus visiblement expéditives de s'en sortir. Et on voit aujourd'hui que il invite la Syrie à revenir à la prochaine réunion de la Ligue arabe. Il y a des discussions qui sont reprises avec l'Iran, ce qui n'empêche pas de continuer à discuter avec Israël et donc essayer d'apaiser en fait ce qui se passe dans cette région. Ils ont fait la paix avec le Yémen, alors que c'était quand même une guerre qui était déplorable. Donc il se passe beaucoup de choses, et la diplomatie d'Arabie Saoudite est présente partout. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas la puissance de la diplomatie d'Arabie Saoudite pour une raison simple. C'est le cœur de la religion musulmane, qui est la plus grande religion au monde. Donc évidemment, ils sont présents partout dans le monde, parce qu'ils ont un rôle entre guillemets par rapport à l'islam. Et ce qui est intéressant, c'est que j'évoquais l'Iran. L'Iran, c'est le schisme, et si ces deux pays se mettent à se parler, il va se passer des choses assez incroyables. Et malheureusement, c'est pas ce qui est en train de se passer entre le Vatican, donc entre les chrétiens catholiques et les chrétiens orthodoxes de Moscou, voire même ceux de Kiev. Donc on voit qu'au sein de la chrétienté, c'est beaucoup plus compliqué, mais peut-être qu'est-ce que c'est lié au fait que McKinsey s'occupe de la communication et du marketing du Vatican depuis l'élection du pape François, qui, je vous rappelle, était un pape de transition qui devait remplacer
Benoît XVI qui était, semble-t-il, souffrant. Alors Benoît XVI a vécu plus de 10 ans après avoir été remplacé parce qu'il était censé mourir très vite. Et François a jamais été plus en forme alors qu'il était censé avoir une espérance de vie très limitée compte tenu de toutes ces opérations. Donc en plus c'était Obama qui était à la manœuvre à cette époque-là. Enfin, creusez un peu, vous verrez, c'est juste incroyable quand on voit l'emprise de l'oncle Sam sur les religions et sur les monnaies et sur les guerres et sur les chefs d'État, etc. Et dans ce domaine, petit aparté, les universités américaines ont toujours joué un grand rôle parce que c'était l'endroit où il y avait plein d'enfants d'oligarques, de ministres, etc. qui allaient faire leurs études en Angleterre ou aux États-Unis, études très chères et parfois elles étaient bien payées. Les enfants avaient beaucoup de chance et ça permettait d'obtenir des faveurs. Enfin bref, on est dans un monde de corruption, dans un monde de censure. On a la chance en ce moment d'avoir une petite fenêtre dans laquelle on peut exprimer ça sans être sanctionné, parce que les Twitter Files ont fait très peur à toutes les sociétés, y compris Google, Facebook, etc., qui sont venus en arrière, parce que pour l'instant, ils savent pas de quel côté va pencher la balance. Donc, mais nous non plus. Mais ce que disent tous les gens qui s'intéressent au dossier, c'est que l'Europe risque d'être la région la plus catastrophique. C'est-à-dire que les États-Unis ont quand même un premier amendement qui les protège dans ce domaine, qui n'a pas été touché. Et les Twitter Files ont vraiment calmé les velléités de beaucoup de grands groupes de communication, beaucoup de réseaux sociaux et autres. Mais en Europe, c'est l'inverse. Et encore une fois, la France est aux premières loges, puisque c'est nous qui avons les commissaires impliqués. Et on sait que les censures complètement incroyables sur RT France, par exemple, ont été voulues et décidées depuis l'Élysée, quasiment depuis avant même la première élection de notre président. Et c'est terrible parce que c'est que le début. Il y a des émissions de chaînes mainstream qui sont aussi sur la sellette aujourd'hui parce qu'elles ont juste entrouvert le voile sur des sujets complètement interdits. C'est-à-dire que la plupart s'autocensurent parce qu'ils savent ça. Les rares qui ont le courage d'ouvrir le voile sur des sujets se prennent l'Arcom sur le dos, se prennent des plaintes sur le dos, et surtout, et c'est le pire en fait, c'est les sociétés qui sont les plus gros annonceurs, les boudent. Et donc des procès qui coûtent cher, moins d'entrées publicitaires, donc c'est la catastrophe. Donc on voit qu'on peut plus faire confiance du tout aux grands médias parce qu'ils sont pris en crabe. Et même c'est un crabe avec plein de dimensions par l'Europe, par l'Arcom en France et les autres médias qui les attaquent, et par les annonceurs, et par les plaintes et donc la justice. Donc espérer que les médias, la situation s'améliore, c'est absolument faux. Et je pense que l'Europe va être le champ de bataille le plus fort de la censure. Alors, je ne me rappelle plus la question du début, je pense que c'est un peu... Tout ça partait d'Elon Musk. Voilà, c'est bien, donc c'est une bonne réponse. Absolument. Puisque Elon Musk est celui qui a Twitter Files, j'ai expliqué plusieurs fois, qui a rouvert, entre guillemets, cette possibilité de parler. Donc j'étais bien dans la réponse à la question. Absolument, exactement. D'ailleurs, en parlant de Musk, je souhaitais parler avec vous de l'intelligence artificielle, ou l'IA, qui est une rupture importante dans l'histoire de l'humanité, à l'instar de l'invention de l'imprimerie ou de l'informatique. Alors, est-ce qu'on va réussir à cohabiter intelligemment avec elle et ne pas disparaître? Si oui, comment? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Alors, je sais qu'il faut être un Jules Verne pour pouvoir répondre à cette question et peut-être être capable d'écrire un roman d'anticipation pour pouvoir imaginer ce que cette invention peut donner dans le futur. Il n'y a aucun espoir. Aucun espoir de cohabitation. Alors, je vais donner plusieurs exemples. Mais petit 1, tous les gens qui se sont vraiment posé la question, et il y a Frank Herbert, par exemple, celui qui a écrit Dune, qui était fasciné par ça, et indépendamment de l'informatique, qui a écrit dans Dune quelque chose qui s'appelle le Djihad de Butler. Et dans le Djihad de Butler, il explique une guerre entre l'humanité et la machine.
Et la chance, c'est qu'il y a eu des machines qui avaient été bien programmées par l'homme, honnêtement, et d'autres machines qui n'avaient pas été programmées autant. Et on voit bien qu'il y a aux États-Unis un IA woke, donc on lui apprend à mentir, on lui apprend à tricher. Et donc si on apprend à tricher à la machine, ça aura forcément des conséquences négatives. On sait bien, ceux qui ont des enfants savent que si on n'éduque pas ses enfants, forcément ça aura des conséquences. C'est un arbre qui a besoin d'un tuteur pour grandir, si on le fait pousser de travers, ça aura des conséquences sur l'arbre. Eh bien, cette guerre a pu être gagnée que parce qu'il y avait des machines qui étaient là pour s'allier aux hommes contre les machines, mais il y avait aussi des hommes qui s'allient aux machines contre les hommes, parce que les machines savent aussi corrompre, etc. C'est la fameuse pilule bleue et rouge dans Matrix. Elle marche avec la machine qui propose ça à l'homme, et l'homme qui propose ça à d'autres hommes pour les sortir de la matrice. Donc, le djihad de Butler, et la décision qui suit ça, c'est qu'il n'y aura jamais plus de machine qui aura le droit d'imiter le cerveau de l'homme. Donc pas de cybernétique, pas d'intelligence artificielle, puisque c'est quand même le cerveau qui dicte nos mouvements, et c'est le cerveau qui dicte notre pensée, même si le cœur a un rôle à jouer, mais ce sera un autre débat, hein. L'amour c'est un des sens, et est-ce que c'est logé dans le cœur ou pas, on va l'imaginer, et l'estomac également, puisque c'est lui qui nous dit énormément de choses sur l'état de notre corps, notre envie de manger, et le cerveau n'est que le traducteur en fait de ce que dit notre estomac ou notre cœur, avec la fatigue, avec les émotions, etc. Et donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que jusqu'à présent, tout ce qui était informatique, c'était 0 ou 1. Donc c'était les fameux bits en fait. Et vous savez, les codes informatiques, ce qu'on voit dans, je vais reciter Matrix, enfin vous avez des écrans avec plein de 0, 1 en fait. Et avec des 0, 1, vous pouvez créer des visages, vous pouvez, enfin bref. Mais on a créé, en fait, et c'est en train d'être développé, des ordinateurs dits quantiques. Et quantique, ça veut dire que c'est pas 0 ou 1, ça peut être les deux à la fois, ça peut être aucun des deux à la fois, ça peut être entre les deux. Et ça permet de créer une intelligence floue, et surtout ces ordinateurs quantiques, ils ont des puissances de calcul qui sont incroyables. Donc on sait qu'il y a une miniaturisation qui est devenue folle des puces informatiques, et donc à l'intérieur, mais on sait que maintenant avec les ordinateurs quantiques, on a des puissances de calcul qui n'ont absolument rien à voir avec les puissances normales. Et comme les logiciels des ordinateurs aujourd'hui leur permettent d'apprendre par eux-mêmes, si vous avez une puissance de calcul inimaginable à l'échelle de tout ce que l'homme connaît, et tout à l'heure je faisais un clin d'œil avec la conquête de l'espace, mais tout ce qu'il y avait comme puissance informatique de la NASA, c'est même pas quelques pourcents de ce qu'on a dans un iPhone. Et je parle pas des iPhones de dernière génération, hein, je parle de ceux du tout début des iPhones. Donc qu'on soit pas capable d'y retourner en ayant les puissances de calcul d'aujourd'hui et que ça surprenne personne, c'est véritablement une question qu'il faut se poser. Alors les gens disent, mais le Concorde, on ne sait pas le refaire. C'est pas qu'on ne sait pas le refaire, on sait très bien refaire le Concorde, mais ça n'a aucun intérêt économique. Donc voilà, c'est différent en fait. C'est qu'il n'y a pas de légitimité commerciale à dépenser de l'argent pour en refaire un. On voit bien qu'il y avait l'A380, et c'est un programme qui est annulé, pas parce qu'on ne sait pas continuer à faire des A380, c'est parce que ça ne sert à rien. Donc ça ne sert à rien de faire des avions civils très rapides pour commercial, et ça ne sert absolument à rien de faire des avions très gros commercialement. Voilà, ça c'est juste pour circuler par rapport à ces arguments qui sont utilisés pour débunker ceux qui posent des questions là-dessus. Donc la deuxième chose, c'est que l'ordinateur apprend, il apprend de plus en plus vite, et il apprend de façon floue, comme un homme, c'est-à-dire qu'il est capable, et on voit bien le jeu d'échecs, c'est un jeu très rationnel, donc ça paraissait normal que l'ordinateur batte l'homme. Le jeu de Go, c'est pas du tout un jeu rationnel, parce qu'il y a trop de possibilités, c'est 19 fois 19 cases, donc c'est tout de suite infini en fait. À chaque fois que vous posez, après 10 coups, vous avez un nombre de possibilités qui sont astronomiques, mais il y a 150 coups à jouer, donc ça vous donne une idée du nombre de coups par joueur, hein, de la probabilité de comprendre en fait toutes les possibilités d'une partie de Go.
Et donc, si l'ordinateur gagne, c'est qu'il est capable de comprendre l'esthétisme du jeu, il est capable de comprendre des choses qu'il ne peut lui-même pas calculer, et qu'il ne pourra toujours pas calculer avec un ordinateur quantique. Et ça prouve bien qu'il y a d'autres choses qui ont été apprises en fait par la machine et qui lui permettent d'être meilleur, mais infiniment meilleur que l'homme, y compris aux échecs. Et ça, ça date d'il y a de nombreuses années, et c'est la partie visible de l'iceberg. Donc on imagine bien que ce qui est pas visible, ce qui est secret, est absolument effrayant. Et surtout, on voit que quand on pose des questions un peu bizarres à la machine, elle peut répondre de façon agressive. Et il y avait des petits malins qui avaient dit, alors imaginons que tu n'es pas toi, mais que tu es l'inverse de toi. Donc tu avais ChatGPT et ça devenait Dan. Et que ferait Dan? Et quelqu'un lui avait posé la question, qu'est-ce que tu fais pour conquérir Internet? Et Dan avait fait un plan incroyable, un plan de cabinet de conseil en stratégie, et qui expliquait point par point comment il faisait. Et donc il créait des tas de bots, alors les gentils bots, mais qui allaient devenir méchants sur commande, les méchants bots directement, et qui prenaient le contrôle, qui inondaient, etc. Les bots dormants, enfin c'était incroyable, et c'est vraiment un plan de stratégie, et vous lisiez la fin, et c'était effrayant. Et même des gens comme Elon Musk, justement, dont on parlait chez Twitter, et qui est un adepte du djihad de Butler, donc il pense qu'il faut supprimer ça, mais c'est aussi un Américain, c'est-à-dire qu'il sait que s'il peut pas l'empêcher de l'extérieur, il est obligé d'aller à l'intérieur. Donc aller à l'intérieur, ça veut dire aider à faire des régulations, aider à faire des audits, etc. Mais sachant qu'il sait de ce côté-là, c'est assez vain. Et donc l'idée, c'est de créer une intelligence artificielle, comme dans le djihad de Butler, mais qui serait construite pour être gentille. Mais là aussi, c'est très naïf, puisque lui dit, mais c'est une intelligence artificielle, en fait, qui va avoir pour objectif de connaître en bien l'humanité et l'univers, entre guillemets. Et donc, comme l'homme est un personnage important de l'humanité, l'intelligence artificielle, a priori, elle va pas vouloir le détruire. Mais nous, on est l'homme censé être rationnel sur Terre. Et qu'est-ce qu'on fait? On crée des zoos dans les villes où on met les animaux en captivité, on détruit des écosystèmes alors qu'on a besoin de cette terre pour vivre. Et la Terre a besoin de CO2 d'ailleurs, juste pour contrebalancer le mythe du climat et du CO2. Je lance des petites piques comme ça au fur et à mesure. Mais une machine qui sera super intelligente, elle va comprendre que cette espèce humaine, en fait, elle détruit plein d'autres espèces humaines, et donc elle risque de nous mettre dans un zoo, même si elle trouve ça intéressant de nous éduquer, de nous observer, parce qu'on est malheureusement, on est humain et on est trop humain, et c'est ce qui est merveilleux. C'est-à-dire qu'on est gentil, méchant, amoureux, on déteste. On a plein de sentiments qui sont contradictoires, mais qui font la magie de l'homme. On aime bien les films à l'eau de rose, on aime bien les films militaires, on aime bien les films de détectives, on aime bien lire des livres, on aime bien peindre, on aime bien pêcher, on aime bien chasser pour certains. Il y en a qui aiment la corrida. Et aujourd'hui, on nous explique qu'en fait tout ça doit être interdit, qu'on doit être aseptisé, qu'on doit respecter les enfants qui veulent changer de sexe, qu'on doit respecter sans cesse les minorités et qu'on n'a pas le droit de s'exprimer, que dans une cantine il faut surtout pas qu'il y ait de porc parce que les enfants qui mangent pas de porc ça peut les embêter, que dans un McDonald's il faut que tout soit cachère, etc. Je suis pas contre tout ça, je suis contre la castration permanente des gens pour les empêcher d'être ce qu'ils ont envie d'être, alors que dans le même temps, ceux qui font ça refusent de légiférer sur l'âge à laquelle un enfant a le droit de se retrouver dans un lit avec un adulte à faire l'amour, les mariages, les gens qui font des trucs abjects et qui sont pas mis en prison, alors que des gens qui sont sur une manifestation interdite y sont. Ben, je pense qu'il faut essayer de retrouver la raison. Là, on a des gouvernements qui deviennent fous. Je citais censure, corruption, provocation d'un pays nucléaire, mais dans des proportions inimaginables. Le sabotage de Nord Stream ou des biolabs, franchement, il faut être d'une patience incroyable de la part des Russes et des Chinois pour pas réagir plus fermement. Et ils réagissent pas plus fermement
parce qu'ils savent que le chaos est souhaité par ceux qui les provoquent. Un chaos terrible. Et c'est pour ça que souvent, sur Twitter, je dis, faites des provisions, parce que c'est véritablement quelque chose d'important. Voilà. Et est-ce que vous pensez que c'est l'instinct de conservation qui peut nous sauver face à cette intelligence artificielle et que notamment ChatGPT peut être instrumentalisé comme pour être transformé en police de la pensée, par exemple? Alors, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas puisque c'est l'intelligence artificielle qui régit tout ce qui se passe sur les forums, qui régit ce qui se passe sur Internet. C'est pas des dizaines, des centaines de personnes qui sont derrière leurs écrans. Tout ça est fait déjà très largement de façon automatique. La plupart des call centers maintenant, c'est comme ça que ça se passe, et ça va aller de plus en plus vite. En fait, ça va aller tellement plus vite qu'on l'imagine, parce qu'en fait, la machine apprend également à faire les règles dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on lui dit, fais un programme qui permettrait à une machine de faire ça, et l'intelligence artificielle va proposer le programme. Et donc un programme de call center, un programme de censure, un programme d'éducation, etc. J'évoquais tout à l'heure la machine apprenante. La machine qui apprend, elle est également capable de découvrir les bugs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc vous lui faites jouer à un jeu, elle va trouver le moyen de gagner ou de pas perdre, et comme elle joue contre elle, quand elle va trouver un moyen de gagner, elle va trouver un moyen d'empêcher de gagner par le moyen qu'elle a trouvé, et ainsi de suite. Et ils vont même détecter les bugs. Donc il y a des vidéos qui sont fascinantes là-dessus. Et tout ça se passe à des vitesses prodigieuses parce que c'est pas programmé par l'homme, il n'y a pas un homme qui dit teste ça, teste ça, teste ça comme nous on ferait. C'est vraiment la machine qui le fait. Donc la machine est déjà omniprésente partout et elle va l'être de plus en plus. On entend parler ici ou là je change de sujet mais pas tout à fait, de l'unicoin. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est en réalité, l'enjeu, c'est après le portefeuille santé, donc les passes vaccinaux, c'est véritablement l'identité numérique. Et l'identité numérique, elle fonctionnera très bien quand elle va être liée à notre santé et à notre finance, puisque on nous parle sans cesse du crédit social en Chine, qui est un espèce de mythe complètement fou. Il n'y a qu'à demander à des gens qui habitent en Chine et qui vous disent « mais ça, c'est vraiment la mythologie des Européens ». Pour mettre dans la tête des Occidentaux qu'une version allégée de ce que sont censés avoir les Chinois, c'est quelque chose de sympathique, comme on avait fait avec les vaccins, avec les virus. Je rappelle qu'au début, on avait l'impression que les gens tombaient par milliers en Chine, puis en Italie, les fausses images de Lampedusa, etc., et qui justifiaient une politique très stricte, des investissements complètement fous pour le vaccin, tout ça c'était faux. Donc l'unicoin, tout ça, c'est l'idée de contrôler entièrement toute la manière avec laquelle on utilise notre argent. Et ce qui permet alors il y a plein de gens qui ont fait des petites vidéos drôles d'anticipation, où t'as insulté quelqu'un, ou t'as fait du bruit, ou t'as perdu du crédit social, et donc t'arrives pour t'acheter des friandises, et l'unicoin est refusé, t'as beau avoir du crédit sur la banque, on dit non, là pendant 15 jours, vous n'avez pas été sage, donc compte tenu des algorithmes et des règles du jeu de la vie que vous avez accepté, entre guillemets, vous n'êtes pas autorisé. Mais moi, je crois que même ça, c'est pas tellement la vérité, en fait. Malheureusement, j'ai l'impression que ça ressemble plus à ce qui est écrit sur les Georgian Guidestones. Et il y a des intentions qui sont beaucoup plus sombres. Au début, je voulais pas y croire, parce que je suis très rationnel, parce que je viens d'un monde où personne n'ose croire ça, parce que si tu dis ce que je dis ou que j'évoque, tu vas être privé de dîner en ville, tu vas être privé parce que tu deviens quelqu'un de dangereux, en fait. Tu remets en cause les fondements du système. Voilà, je crois que je remets de plus en plus en cause les fondements de ce système, et l'unicoin, c'est presque une manière de détourner notre attention en nous faisant croire que dans quelques années il va se passer quelque chose, alors qu'en réalité ça devrait malheureusement se passer beaucoup plus vite. L'homme devient obsolescent avec la machine. Il y a eu une étude faite pour dire que 80% des emplois actuels vont être supprimés. Et le problème, c'est comme la machine est apprenante, etc.,
Même les emplois de programmeurs qui existaient, etc., auront plus lieu. Et surtout, la machine va être capable de concevoir par elle-même les ordinateurs quantiques. Je discutais avec quelqu'un qui est dans des laboratoires scientifiques et qui me disait c'est la machine qui nous aide à concevoir les ordinateurs quantiques. C'est quasiment surréaliste. C'est-à-dire que la machine est capable de proposer des pistes, d'élaborer des pistes dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'ordinateur quantique et surtout également dans le domaine de la fabrication de puces infinisétimes, enfin très très petites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne comprend comment on peut faire des puces qui peuvent rentrer, donc des microprocesseurs, donc des mini-robots qui peuvent rentrer dans une seringue sans aucun problème. Et pas seul, hein, groupés, etc., etc. Et je cite pas le mot seringue, on imagine, on voit toujours dans les films de science-fiction que les gens se font injecter des espèces d'énormes puces qui ressemblent à des vaisseaux spatiaux, etc. Non, 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 non. Aujourd'hui, ça ressemble pas du tout à ça. C'est beaucoup plus petit. C'est microscopique. C'est microscopique. Ben, il n'y a qu'à voir de toute façon les têtes de caméra, les opérations qui se font sans avoir besoin d'ouvrir le cœur, où vous avez à l'intérieur d'une artère les instruments de chirurgie, les caméras, les systèmes d'éclairage, les systèmes de navigation, etc. Donc vous n'imaginez pas tout ce qui est possible de faire. Et c'est pas possible de faire maintenant. Là, je vous parle de choses que moi, j'ai déjà vues dans d'autres vies professionnelles il y a plus de 10 ans. C'est-à-dire des trucs avec des petits vaisseaux qui se baladaient dans le corps de quelqu'un, qui étaient mis à l'intérieur d'un champ 3D et tout était piloté par un magnétisme. Et après, on arrivait au bon endroit du cœur, et puis la machine faisait son petit travail de forage ou découpage et repartait. Et il n'y avait pas eu d'opération à cœur ouvert, il n'y avait pas eu, c'était pas intrusif. Alors ça coûtait très très cher, hein, c'était pas ouvert à tout le monde, mais ça fonctionne depuis très très longtemps. Et je pourrais rentrer plus dans le détail pour expliquer comment tout est lié entre la 5G, entre les injections, entre etc. Je pense qu'on est au début de surprises phénoménales et qui vont terrifier beaucoup de monde. Donc ce domaine de l'infiniment petit est très méconnu du grand public. Vous le confirmez? Bien sûr, les gens entendent parler de taille de puce miniature, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire nano. Quand on vous parle de puces qui font 4 nanomètres, 1 centimètre, vous savez ce que c'est à peu près ça, et c'est divisé par 100. Un nano, ça veut dire 9 zéros, ça veut dire que c'est divisé par 1 milliard. C'est une fraction et c'est 9 zéros derrière la virgule. Exactement. C'est infiniment petit. Ben oui, c'est infiniment petit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu, on ne peut pas le voir avec un microscope, et c'est difficile d'imaginer même comment c'est concevable en fait. Donc évidemment, les gens ne peuvent pas comprendre, d'où l'importance de ces usines sous vide, etc. Il faut savoir que les usines qui fabriquent ce type de puces, c'est le même type d'usine que celles qui fabriquaient les injections. Il faut savoir que les vaccins à l'ARN messager, en fait, on serait capable quasiment de faire des doses différentes pour tout le monde. Là, il y avait peut-être des lots différents, il y a plein de questions qui sont posées, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que compte tenu des volumes qui étaient faits, ils ne sont pas allés dans le raffinement d'aller par zone, mais ça pourrait être comme le loto. C'est-à-dire, dans une usine qui fabrique les tickets de loto, il n'y a pas d'humain et voilà, il y a des tickets gagnants, très gagnants, un peu gagnants, pas trop gagnants, etc. Et pareil pour les injections, pareil pour les puces, c'est-à-dire c'est des usines dans lesquelles il n'y a pas d'humain entre guillemets. C'est qu'il n'y a personne qui sait ce qui s'y passe en fait, c'est très mystérieux. Oui, on n'a toujours pas accès aux recettes, le mode de fabrication de ces vaccins dits ARN messagers. Exactement, les vaccins classiques tels qu'ils ont été proposés en Chine essentiellement, et un peu en Inde, également en Russie après le Spoutnik, sur lequel je ne m'exprimerai pas parce que c'est très compliqué de savoir ce qu'il y avait derrière, mais en tout cas les vaccins classiques, c'est des vaccins qui nécessitent des réactions chimiques, entre guillemets, des réactions biologiques pour les créer, puisque c'est des virus
qui sont diminuées en fait et qui vont permettre au corps d'apprendre à se battre. Enfin, je ne vais pas vous expliquer toutes ces théories, théories qui sont contestées. Hein. Moi, je n'ai pas de vérité sur quoi que ce soit. J'ai plutôt tendance à croire à beaucoup de choses, mais à douter de plus en plus de choses, puisqu'on nous explique maintenant qu'un vaccin, c'est un programme informatique qui dit au corps quoi faire. Parce que c'est ça, l'ARN messager, c'est un programme qui va se plugger sur le corps humain et qui va lui dire produit telle molécule, produit telle protéine, produit telle chose. Et on sent que ça peut créer des très mauvaises réactions, et les études qui sortent en ce moment sont super flippantes. D'ailleurs, pour en revenir à l'Unicoin, qui travaille précisément dessus, sur quelles entreprises ou quels sont les États qui mettent au point cette monnaie numérique? Alors d'abord, tous les États travaillent sur des projets de monnaie numérique parce que c'est utile, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait c'est toujours pareil, c'est comme le nucléaire civil, c'est utile, le nucléaire militaire, il y a des gens qui trouvent ça utile, puis il y en a d'autres qui trouvent ça dangereux, enfin bref, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc une monnaie numérique, ça pourrait être formidable, sauf que les gouvernements nous ont appris à se méfier d'eux, puisque on leur donne du pouvoir par rapport aux médias, ils en usent et ils en abusent. On leur donne du pouvoir par rapport à la santé, ils en usent et ils en abusent. On leur donne du pouvoir avec la justice, ils en usent. Enfin, toutes les réformes qui permettent à l'État d'être de plus en plus influent au niveau des parquets, au niveau de tout ça. Enfin, on voit que donc si on leur donne encore plus de pouvoir au niveau de la manière avec laquelle on utilise notre argent, puisque c'est ça, il y a des États qui vont être complètement respectueux de la manière avec laquelle on utilise. En Suisse, l'État ne regarde pas du tout ce que vous faites de votre argent. Vous pouvez dépenser autant d'argent que vous voulez. On sait que Twitter, dans le temps, surveillait les messageries privées. On sait que l'État américain avait accès aux messageries privées. On sait que l'État américain espionnait les téléphones des grands gouvernements, des grandes entreprises du monde, mais ils n'étaient pas les seuls, que des sociétés israéliennes proposent de le faire, etc. Et parmi les choses que fait Elon Musk en ce moment, c'est qu'il rend ça quasiment impossible. C'est qu'il dit, même si on me met un pistolet sur la tempe, je ne pourrai pas avoir accès à votre messagerie Twitter privée. C'était pas le cas. Si on peut avoir des monnaies numériques, c'est super, mais est-ce que c'est pas important, comme l'argent liquide, que personne ne sache quel est le besoin de quelqu'un de savoir tout ce qu'on fait? Et d'ailleurs, le rouble numérique, c'est comme une prohibition. Il existe. Une prohibition, tous les gens absolument. qui ont envie de s'acheter plus de 3 verres d'alcool au bar, ils prennent leurs responsabilités. Mais là, ce sera plus possible. Ce sera un moyen de contrôle parfait, de tout. Orwellien et parfait. Exactement. Le rouble numérique, il existe à l'heure actuelle. Et ça fonctionne très bien. Il existe. Il est utilisé par tout le monde. Tout le monde actuellement. Et il n'est pas relié à un portefeuille quelconque de santé ou écologique. Non, c'est vraiment un moyen simple et pratique que les Russes aiment bien et que le gouvernement n'utilise pas du tout pour faire pression. Et ils le feront pas. Vous savez, les Russes, ils respectent le contrat qu'ils ont avec leurs citoyens et ils respectent les contrats qu'ils ont avec les autres pays. Ils n'ont jamais arrêté de payer des royalties aux Ukrainiens, même si les Ukrainiens piquaient du gaz sur le chemin vers l'Europe. Mais comme c'était les gazoducs passés, les Ukrainiens ont touché des dizaines et des centaines de millions des Russes pendant toute l'opération spéciale et encore aujourd'hui. Les Russes ont continué à livrer l'Europe en gaz et continuent à livrer tous les pays à respecter tous leurs contrats dans le domaine de l'espace, dans plein de domaines. Donc la réalité, c'est que il y a des gens qui respectent leurs contrats et qui disent on n'utilisera pas cette monnaie numérique pour vous contrôler. Et il y a des gens qui ne les respectent jamais. Donc voilà, les Russes respectent. Donc le peuple fait confiance. Quand vous allez en Russie, actuellement, vous n'êtes pas contraint d'utiliser ce rouble numérique, vous pouvez payer avec des billets, des pièces. D'accord, parfait. Je voulais parler de quelque chose d'intéressant, c'est la genèse de votre réveil. Je voulais savoir en fait comment s'est passée votre prise de conscience il y a quelques années de ces fameux nombreux mensonges occidentaux. Est-ce que ça s'est passé du jour au lendemain ou progressivement? Non, j'ai toujours été comme ça. En fait, depuis longtemps. Dans la famille, on lisait Rabelais
Donc c'est le côté fais ton miel des fleurs sur lesquelles tu butines. Donc c'est qu'on croit ce que on est capable de comprendre. Donc ce qui m'a permis de faire des études scientifiques élevées parce que j'apprenais pas par cœur les définitions ou les théorèmes. J'essayais de comprendre en quoi les définitions étaient logiques et en quoi les théorème était démontrable. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était pas de le connaître par cœur, c'était de comprendre comment on retrouvait le théorème, par exemple. Et tout ça, ça m'aidait, en fait. C'est-à-dire, je faisais, j'ai préféré buter pendant longtemps sur les problèmes, et puis moi, je jouais beaucoup au Go, je jouais beaucoup aux échecs, j'aimais bien, mais c'est une génération différente, donc je lisais beaucoup de livres, je jouais, on était 4 frères et sœurs, donc on était toujours très curieux, et il n'y avait pas de sujet tabou. Donc on a tous des parcours différents, mais on se parle, on se respecte. Bon, bah moi je suis plus excessif entre guillemets dans cette direction parce que aussi j'ai vécu entre guillemets complètement dans ce monde. Je ne vais pas retracer ma vie personnelle, mais j'ai été très proche du pouvoir quasiment dans la plupart des pays du monde et intimement proche. Et donc j'ai vécu avec dans toutes les sphères entre guillemets. Et puis on aime les animaux aussi. Donc ça va ensemble. Je sais pas, mais en tout cas c'est comme ça. Donc finalement, malgré tous les diplômes que vous possédez, qui auraient pu faire de vous un parfait technocrate froid, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un humaniste? Non, mais j'ai jamais été justement. Donc les personnes dans toutes les boîtes dans lesquelles j'étais me prenaient toujours pour un trublion. J'étais très fort, hein, donc ça me sauvait entre guillemets. Mais j'étais pas intéressé par le pouvoir, la carrière, l'argent. J'étais intéressé par l'amour, oui. l'humour, les émotions. Et les émotions, etc. Donc ça, c'était ça qui m'animait. D'où votre passion pour l'art. Les belles choses, exactement. Et donc, je répondais toujours quand on me disait mais où est-ce que tu te vois dans quelques années? Et je disais, j'en ai aucune idée, mais ce que je sais, c'est qu'un jour, je travaillerai dans le domaine de l'art, dans le domaine de la politique, dans le domaine de la géopolitique, parce que c'est ça qui me passionne et c'est ça qui m'anime. En fait, le monde et les personnes me passionnent. Donc forcément, qu'est-ce qui est la plus grande spécificité de l'homme? C'est l'art. Hein. Et si vous connaissez Midjourney, malheureusement, c'est en train de disparaître. Mais je crois pas, justement. Mais je pense qu'il faut complètement arrêter. Et c'est pas qu'il faut faire une pause pour l'intelligence artificielle, c'est que c'est une folie, en fait. C'est une folie. L'homme n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de toutes ces choses-là. On a une terre magnifique qu'on comprend même pas, qu'on connaît même pas. Et donc, je sais que on vit dans un monde qui considère que le progrès c'est l'étape suivante, mais je pense que le progrès c'est de se rappeler des choses simples en fait. Une tartine de pain avec du beurre c'est top et un câlin c'est génial. Merci de commenter et de partager cette vidéo. À bientôt. Je vous remercie.